Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du Courrier des auditeurs. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet. Et de Lisa Dufaux. Et aujourd'hui, nous allons donc vous rappeler un petit peu l'actualité de la radio et dans une deuxième partie, saluer les courriers et répondre à vos questions. Alors, peut-être dans les actualités de la radio, peut-être qu'on peut d'abord rappeler le fait que les ondes ont changé, les fréquences ont changé par rapport à l'heure d'été, par rapport au système d'été. Et donc, c'est bien de rappeler à nos auditeurs que les horaires, que les fréquences ont changé et que nous sommes désormais en 6005 kHz vers l'Europe, toujours de 19h à 19h30 au temps universel, et que l'émission se fait depuis Kosinbrod, donc en Bulgarie, à 15 km de Sofia, et que maintenant l'émission vers l'Afrique de l'Ouest se fait à 13 835 kHz de 19h à 20h temps universel, et cette fois-ci c'est diffusé depuis Issoudun dans le centre Val-de-Loire. Voilà, tous les dimanches, pour ceux qui ne savent pas encore, alors que vers l'Europe c'est tous les jours. D'accord, on peut aussi en profiter pour saluer quelques auditeurs qui nous ont écrit. Alors notamment Daniel Villon qui nous a envoyé un rapport d'écoute, Jacques Augustin, Jean-Michel Aubier, Christian Guibaudo qui nous a envoyé une carte postale de Menton très jolie, André Bio, Philippe Marsan qui nous avait envoyé en mars un exemplaire du magazine Radiophile, Shania Pratap qui nous écrit du Bihar en Inde et qui nous a envoyé un rapport d'écoute. On a aussi Nagmouchi Nouari qui nous écrit d'Algérie, Hélène Pinault de France, Siddhartha Bhattacharjee qui nous écrit du Bengale oriental, ou encore Shivendu Paul qui nous écrit de Murshidabad en Inde. Je m'aperçois qu'on a de plus en plus d'auditeurs qui nous écrivent d'Inde, et en particulier des États du Bihar et du Bengale oriental, donc on les salue. On a aussi Roger Roussel qui nous écrit du Nouveau-Brunswick et qui nous a écrit 2 rapports d'écoute en février, mais on les a seulement reçus maintenant. Emmanuel Nicodème qui nous écrit de Erquinghem-le-Sec, ou encore Gilbert Dupont qui nous écrit de Locke. Voilà, et il y a également Juan Morales qui nous écrit de Cordoba, de Cordoue, aussi Bezazel Ferrat d'Algérie, Miss Aradia Raj qui nous écrit de Bihar en Inde, je suppose. Farid Boumechal d'Algérie, ou encore Rondenbourg de Hanover. Désolée, j'ai mal écrit. Bon, en tout cas, c'est aux Pays-Bas. Je dirais, c'est aux Pays-Bas ? Ok, oui. Ok, d'accord. Merci, en tout cas, pour vos écrits. Oui, j'ai eu un peu de mal à lire. Pardon. On a aussi Daniel Klotz qui nous a écrit de Marseille, un rapport d'écoute datant du 7 février, qui a envoyé une carte QSL avec une vieille carte postale en noir et blanc du port de Marseille, donc on la remercie. Et aussi Monsieur Nazimuddin du Radio DX Club International de Murshidabad au Bengale oriental encore. Et enfin, Hervé Duval qui nous écrit de Pont-à-Marc, ou Pont-à-Marc peut-être, qui nous a écrit un rapport d'écoute de mai et de décembre 2024, mais ça a été envoyé en février, donc voilà, on vient de le recevoir. Voilà, donc merci à tous pour vos nombreux courriers. On vous rappelle que nous apprécions également toute question en lien avec Taïwan auxquelles on pourra répondre, ou avec nos émissions, encore mieux. Si vous écoutez nos émissions et que vous avez des questions, vous avez besoin d'informations complémentaires en lien avec ces émissions, ça peut être l'actualité, ça peut être nos décryptages, nos émissions thématiques, cela n'a pas de spécificité. En tout cas, si vous avez des questions, envoyez-les nous, peu importe le format, ça peut même être un message privé sur Facebook, tout fonctionne, donc n'hésitez pas. Ou alors des commentaires sur nos émissions pour nous dire voilà ce que vous avez apprécié, s'il y a des choses que vous avez moins appréciées. Ça nous fait toujours plaisir de recevoir ce genre de commentaires. Tout à fait. Un tel qui nous écrit en nous disant « j'ai beaucoup appris de choses dans cette émission ». Voilà. Ça nous encourage. N'hésitez pas à nous envoyer toutes vos questions et vos commentaires sur les différents moyens que vous avez, que ce soit du plus traditionnel avec le courrier ou au plus récent avec les réseaux sociaux. Voilà.
En tout cas, par ailleurs, dans l'actualité de la radio, il reste quand même les concours dont nous n'avons pas encore parlé. Et cette semaine, nous rappelons les tout nouveaux concours qui ont été annoncés la semaine dernière, puisqu'on est la première diffusion au mois d'avril, mais on vous l'a donné un petit peu en avance pour que vous puissiez commencer à participer au concours dès le 1er avril, si le cœur vous en disait. On vous a donné un peu d'avance pour ces deux concours. Donc il y a bien sûr le trimestriel qui demande quel est l'événement sportif de grande ampleur qui sera accueilli par Taïwan ce semestre et quel est le lien avec Paris ou la France. Voilà. Bien répondre aux deux questions pour pouvoir être éligible au tirage au sort. Et ce tirage au sort donnera 3 autocollants brodés au motif typiquement taïwanais. Voilà. On commence à voir un peu des pubs partout, en tout cas, dans Taipei, dans le métro, dans les parcs, des bannières, des affiches, des posters. Oui, et ça s'est décidé il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai revérifié un peu les dates du moment où l'appel d'offres a été fait. Il a été relancé en 2022, je crois, 2023. Donc ça a été très rapide au final, la décision de Taipei, du nouveau Taipei, d'accueillir cet événement sportif. Donc à vous de chercher un petit peu. Vous avez bien sûr la réponse dans nos émissions et dans nos articles d'actualité. Et même en cherchant généralement sur internet événements sportifs Taipei, je pense que vous trouverez rapidement la réponse. Si je peux donner un indice, ça n'est pas en lien avec le sport national. À vous d'en déduire ce que vous voulez déduire. Donc ça c'est pour le concours trimestriel. Maintenant, il y a le concours mensuel, celui d'avril, qui rappelle que certaines influenceuses chinoises ont été récemment expulsées de Taïwan, ou elles sont parties pour certaines d'elles-mêmes. Et la demande, c'est pour quelle raison, et donner vraiment la réponse précise, parce que c'est un motif particulier. Alors, si vous voulez avoir un petit bonus pour le plaisir, il n'y a pas d'autre chose à gagner, mais si vous voulez un petit bonus, donnez-nous les articles de loi en lien avec lesquels elles ont été expulsées. Voilà. Tu chipotes un peu là quand même. Oh non, c'est pour ceux que ça amuse de faire ça. Voilà. Moi, ça m'a amusé de chercher les articles exactement de loi. Il y en a 2 exactement. On peut trouver ça dans les news, je pense aussi. Aussi, voilà. Et donc, pour ceux qui participent, qui nous donnent juste la raison pourquoi, pas besoin de préciser les articles de loi, il y a 3 porte-clés et un porte-monnaie RTI à gagner. 3 porte-clés porte-monnaie. Voilà. D'accord. Voilà, tentez donc votre chance. Pour les concours, nous avons fait le tour, je pense, à peu près de l'actualité de la radio. Peut-être on va quand même continuer sur une petite question de nos auditeurs en lien un peu avec l'actualité de la radio. Une actualité un peu side, on va dire. Pour ceux qui se rendraient jamais à Taïwan et voudraient nous rendre visite de nos chers auditeurs, vous auriez peut-être l'occasion de pouvoir visiter notre fameux musée RTI qui a ouvert il y a quelques semaines maintenant. On a fait l'annonce et montré des photos sur la page Facebook et on a eu quelques questions en lien avec ça. Alors la première chose, c'est où est ce fameux musée de RTI ? Il est bien sûr au sein de la radio, au sein de là où on travaille et où on enregistre actuellement notre émission dans les studios. Et donc il est au sous-sol, au premier sous-sol de la radio, juste en face de l'escalier, si je veux donner vraiment une situation précise, et à côté de la nouvelle salle qui a remplacé un restaurant anciennement célèbre de poulet, pour ceux qui connaissent, du Shandong, qui a été remplacé par une grande salle un peu de réception ou une cafétéria. Une cafétéria qui s'appelle le Café RTI. Voilà, donc le musée de la radio, le musée RTI. Alors ce n'est pas le musée de la radio, c'est bien le musée RTI. Et c'est la deuxième question qu'on avait eue. Et donc, on nous a demandé aussi, donc, est-ce que ce musée a un rapport, un lien avec le musée de la radiodiffusion de Thiaï ? Eh bien non, parce que c'est vraiment notre musée
de l'histoire de notre radio et pas en lien avec la radio générale, même s'il y a des explications un peu plus génériques. On rappelle quand même ce que sont les ondes courtes, comment elles fonctionnent avec la ionosphère. Il y a plein de détails comme ça, des détails de l'histoire, le micro qu'a utilisé Tchangachek pour faire ses appels, plein de choses comme ça, des objets qui retracent l'histoire de notre radio et de la radio plus généralement. Voilà. Et bien sûr, il y a plein d'objets aussi de nos chers auditeurs qu'on nous a offerts au fil du temps et qui sont un peu aussi l'histoire de ce lien qu'on a avec vous. Et donc c'est pour ça que voilà, on a fait cette présentation du musée de RTI, et donc nous remercions à vous tous d'avoir réagi à cette publication sur Facebook. Et si vous ne l'avez pas encore vu, vous pouvez taper musée RTI dans notre page et vous retrouverez dans l'espace de recherche, et vous retrouverez les photos pour vous informer un peu plus sur à quoi ressemble ce musée. Et si jamais vous venez à Taïwan ou vous êtes auditeur à Taïwan de RTI, n'hésitez pas à nous contacter, on pourra peut-être vous faire un tour du fameux musée. Voilà, mais contactez-nous avant qu'on puisse s'organiser et vous faire visiter, voilà. Et donc nous allons passer maintenant aux questions de nos auditeurs. Je vais commencer par répondre à une question de Jacques Augustin. Alors je sais que toi aussi ce sera une question de Jacques Augustin. Malheureusement cette semaine on n'avait pas d'autres questions, donc encore une fois on vous invite à nous envoyer vos questions avec toutes les questions que vous pouvez vous poser pour pouvoir varier aussi un petit peu les réponses à plusieurs personnes. Voilà. Et donc la question en l'occurrence était lors d'un courrier du 3 mars dernier de Jacques Augustin, et on le remercie énormément pour toutes ces questions. Il voulait savoir si les câbles sous-marins sont nombreux et sont les propriétés de l'État à Taïwan ou des câbles privés. Alors, c'est assez complet, les réponses qu'on peut avoir sur internet, on les trouve assez facilement. Il y a des sites spécifiques sur les réseaux des câbles sous-marins dans le monde et qui nous donnent vraiment beaucoup d'informations par rapport aux câbles sous-marins. Après, on peut peut-être rappeler avant l'actualité en lien avec lesquels, pourquoi on parle des câbles sous-marins en ce moment. C'est vrai qu'il y a eu pas mal d'incidents de coupures de câbles. Voilà. Et donc, seulement autour de Taïwan d'ailleurs. Non, pas seulement autour de Taïwan, il y en a eu aussi en mer Baltique. Mais on va peut-être, avant ça, donc retracer. Il y a d'abord le fait, le 22 janvier dernier au matin, que le ministère du numérique a annoncé qu'une panne était survenue à 5h34 au câble numéro 2 reliant l'île principale de Taïwan aux îles de Matsu. C'est comme solution temporaire pour assurer les télécommunications ininterrompues. Les services de télécommunications ont recouru au réseau radio. De son côté, le vice-ministre du numérique, Chu Ming, a présenté la conclusion préliminaire à propos de la cause de l'endommagement. Selon lui, il était facile de juger s'il s'agit d'une usure ou d'un incident. Lorsqu'il s'agit d'un incident, le câble se casse complètement d'un seul coup, alors qu'en cas d'usure, l'endommagement se produit petit à petit. Les données passent de moins en moins bien. Pour chaque endommagement, Taïwan travaille étroitement avec les gardes-côtes et le gouvernement taïwanais travaille étroitement avec les gardes-côtes et confronte les cartes de navigation pour savoir s'il y avait des navires aux alentours au moment de l'incident. En fait, l'hiver est une saison où les usures surviennent plus fréquemment à cause des courants, donc il fallait vraiment faire toutes ces vérifications. Il faut noter qu'un autre endommagement touchant le câble Taïwan Matsu numéro 3, lui, donc là c'est le numéro 2, mais là c'était le numéro 3, s'était produit une semaine auparavant, le 15 janvier, et donc deux ruptures coup sur coup dans la même région, c'est quand même assez étrange. Et donc, avec ces éléments-là, le vice-ministre a dit que la théorie de l'usure était écartée. Après ça, donc, plusieurs semaines plus tard, il y a quelques semaines maintenant, il y a 1 ou 2 semaines maintenant, il y a encore une autre nouvelle en lien avec ça, avec le fait que le quotidien hongkongais est un des principaux quotidiens anglophones de la région Asie. Le South China Morning Post a récemment révélé que la Chine avait conçu un appareil sous-marin servant à couper les câbles sous-marins les plus résistants jusqu'à une profondeur de 4000 mètres, les engins existants ne fonctionnant jusqu'ici que dans les eaux de moins de 2000 mètres de profondeur.
Notons qu'à 4000 mètres, la pression est également 400 fois celle de la surface et que pour ne pas imploser, le couple-câble est coffré dans un alliage en titane. Voilà, toutes ces informations qui ont été révélées par le SCMP, le South China Morning Post. D'autres informations, le journal et le média révèlent également que l'engin est doté d'une meule diamantée qui tourne à 1600 tours par minute et peut opérer sans trop remuer les sédiments du plancher océanique, lui permettant d'agir en toute discrétion, comme par exemple dans les eaux proches de l'île américaine de Guam, située en plein milieu du Pacifique, afin de paralyser une grande partie du trafic Internet de la planète. Il y a énormément de lignes qui relient les États-Unis à la côte est, de l'ouest du Pacifique, aux côtes est de l'ouest du Pacifique, et on va voir, je vais vous en expliquer, il y a pas mal de liaisons qui sont en train de se faire avec les États-Unis actuellement, et ça fait partie de la suite de cette partie. Voilà donc c'est un nouveau risque, donc cela présente un nouveau risque également pour Taïwan qui a vu plusieurs de ses câbles sous-marins endommagés, comme on vient de l'expliquer. Voilà donc pour cette partie. Alors l'île maintenant est connectée. Il faut savoir que Taïwan occupe une position stratégique dans ce domaine en tant que hub d'information de l'Asie-Pacifique et abrite la plus grande fonderie mondiale de semi-conducteurs. En ce lien, beaucoup d'entreprises mettent aussi des serveurs ou ce genre de choses à Taïwan parce que c'est plus facile pour le transport et la création de nouveaux serveurs. La sécurité et donc la résilience des câbles sous-marins reliant à Taïwan au reste du monde sont donc cruciales pour les innovations basées sur l'intelligence artificielle. L'île est donc connectée à de nombreux câbles sous-marins robustes reliant l'Asie et le Pacifique avec 8 stations d'atterrissage, c'est-à-dire 8 points de connexion. Il y a la station de Tanshui, la NCIC qui accueille les câbles C2C, TSE1 et Faster, la ligne de Danshui CHT qui accueille l'APCN2, le SJC2 qui est en cours de construction et le TPE. Ensuite, il y a la station de Bali qui accueille juste une connexion qui est un câble qui est l'EAC. Ensuite, vous avez Tocheng qui accueille beaucoup, cette fois-ci, de câbles avec l'APG, le NCP, le PLCN et le E2A qui est en construction actuellement. Tocheng, donc ça c'était le Tocheng CHT. Il y a aussi la station de Tocheng Reach qui accueillera bientôt deux câbles, mais qui en accueille un actuellement, qui est le RNAL ou appelé FNAL selon les informations. Donc beaucoup dans le nord de Taïwan. Beaucoup dans le nord de Taïwan, et le Orca qui est en cours de construction, et je vous en parlerai un peu plus tard dans le détail. Ensuite, vous avez Fangshan, la station de Fangshan qui accueille aussi un système de connexion CHT avec le câble China-USCN. Fangshan accueille aussi une station NCIC qui accueille un seul câble, le C2C, et enfin la station de Dawu qui accueille le câble de TPU qui est aussi en cours d'installation. Alors, donc, dans tous ces câbles, il y a donc en tout, je crois, 17 câbles, dont 5 en préparation. Il y a le câble Apricot en 2017 du géant de télécommunications américain PLDT. Le câble sous-marin Apricot s'étend sur 12 000 km et reliera 7 destinations dans la région. Il permet à PLDT de gérer un volume accru de données entre les pays voisins ainsi qu'avec les États-Unis via Guam. Donc l'île de Guam est très importante dans ce réseau. On l'oublie souvent, ce rôle stratégique que peut avoir Guam le lien entre les États-Unis et l'Asie. Le tronc principal du câble Apricot est composé de 12 paires de fibres, chacune ayant une capacité d'environ 17,6 terabits par seconde, soit une capacité totale de plus de 200 terabits par seconde. En plus des stations de Baler et d'Igos aux Philippines, le système de câble comprend des branches à Tanjung Pakis en Indonésie, à Tuas à Singapour, à Tocheng à Taïwan, on l'a vu avant que ça allait s'installer à Tocheng, à Minami-Boso au Japon et à Agat à Guam. Ensuite, il y a un autre câble prévu pour le deuxième semestre 2028, c'est le câble E2A, établi par 4 acteurs venant de différents pays, Chunghwa Telecom à Taïwan, SK Broadband en Corée du Sud, SoftBank au Japon et Verizon aux USA.
Ensuite, pour le premier trimestre 2027, il y a le câble Orca, qui s'appelait anciennement le câble HKA, et qui est désormais un câble sous-marin privé appartenant entièrement à Meta, la maison mère de Facebook, et sera complètement mis en service au premier trimestre 2027. Donc c'est plutôt des entreprises privées. C'est que du privé, oui. D'accord. Pour la réponse, c'était la conclusion, mais oui, c'est des entreprises privées. Ensuite, en 2025, il y a le câble TPU qui reliera Taïwan et les Philippines aux US. Ce sera la première connexion Taïwan-Philippines, mais pour aller vers les US, pour Google, qui a 20 paires de fibres au départ de Taïwan et des Philippines, et 16 paires de fibres entre les US et la dérivation entre les deux archipels, pour une capacité maximum de 260 terabits par seconde pour la ligne principale, ou 13 terabits par seconde par fibre. Il faut savoir donc que c'est des investissements assez massifs quand même dans ce domaine. Les géants de l'Internet et les principaux opérateurs investissent massivement dans les infrastructures taïwanaises. Il faut savoir que Google possède 2 centres de données hyperscale à Taïwan. Donc c'est des centres de données nouvelle génération pour l'intelligence artificielle. Le premier situé dans le comté de Zhonghua qui est bien déterminé et qui est déjà en utilisation depuis 2013 pour un coût de 780 millions de dollars. Le second en construction dans le parc industriel technologique de Tainan et nécessitera un investissement de 850 millions de dollars avec une capacité électrique de 10 MW. Google a également construit 3 câbles sous-marins reliant Taïwan aux États-Unis, donc le Faster, on en a parlé, le PLCN et le TPU qui est actuellement en construction pour 2025. En plus de ces câbles, Google détient également une grande capacité sur d'autres câbles sous-marins connectant Taïwan. Et on a parlé également donc de Meta, qui sont les 2 plus grands acteurs au niveau des câbles sous-marins internationaux, qui a investi également considérablement dans les câbles reliant Taïwan, notamment l'APG, le SJC2 et Orca. Ces 2 derniers sont encore en cours d'installation, le premier prévu pour 2025 et le second pour 2027. En plus des opérateurs locaux comme Zhonghua Telecom ou Far East One, qui est le détenteur du NCIC dont on a parlé tout à l'heure, Telstra est un acteur clé dans le secteur des câbles sous-marins à Taïwan. Son réseau EAC-C2C se connecte à 4 stations d'atterrissage. On appelle ça les stations d'atterrissage point de connexion sur l'île. Telstra est également le partenaire d'atterrissage du câble Orca de Meta à Taïwan. Donc c'est un très gros installateur de câbles sous-marins à Taïwan. Peut-être que vous n'avez pas trop entendu parler de cette société. On n'entend pas souvent parler de ces entreprises-là. C'est assez stratégique et particulier à ce business. Donc je pense que c'est pour ça aussi qu'on n'entend pas trop parler. Même si c'est eux qui vont réparer les bêtises faites par des bateaux d'origine connus, pour pas trop et c'est eux qui vont souvent faire les réparations de ce genre de choses. Et pour terminer, conclure ce sujet, il faut savoir que la première cause de rupture et de casse des câbles, eh bien, ce sont les tremblements de terre, surtout sur la partie de la côte est, mais pas que. Pour donner une petite information, l'un des plus gros désastres au niveau des câbles sous-marins a été le séisme de Hangzhou en décembre 2006, qui était d'une magnitude de 7,0 et qui a causé 18 ruptures de câbles sur 8 systèmes de câbles sous-marins. Bien sûr, maintenant les nouveaux câbles actuels sont plus renforcés et adaptés au séisme, ce qui fait qu'il y a peut-être un peu moins de ruptures aussi. Et ça avait causé des perturbations catastrophiques de services internet dans l'ensemble de l'Asie. Voilà. Donc il faut savoir donc, que la première cause n'est pas forcément humaine, mais bien naturelle. Et je trouvais que c'était un point important à apporter. C'est vrai. Merci à Jacques-Augustin qui nous a aussi demandé ce que représentait le secteur de la pêche pour un pays comme Taïwan, qui est vrai, c'est un pays qui fait partie du Pacifique, donc c'est normal qu'il y ait de l'activité de pêche, mais c'est vrai que c'est un secteur vraiment massif. Alors il y a plusieurs méthodes de pêche à Taïwan. Il y a la pêche au thon à la palangre. C'est une méthode particulière. Il y a aussi la pêche au thon dite à la seine. Donc ça capture plutôt les poissons à la surface. Ensuite, il y a la pêche avec des lumières pour attraper les balaous. La pêche au gig ou encore le chalutage, qui est la méthode la plus décriée par les groupes de protection de l'environnement. Parce que ça pose tout un tas de problèmes. Par exemple, ça pêche de manière pas du tout sélective en capturant plein d'autres espèces, notamment des espèces protégées, qui vont aussi mourir pendant
pendant la pêche. Il y a aussi le problème de la surpêche, puisqu'on capture presque que des... En fait, on finit par ne capturer plus que des jeunes poissons, parce que les poissons n'ont pas le temps de se renouveler, de se reproduire et de grandir. Et ensuite, ça racle les fonds marins. Donc ça détruit la biodiversité, ça tue tout plein d'espèces, notamment des algues, des éponges. Donc ça perturbe aussi la chaîne alimentaire et finalement l'alimentation des poissons qu'on veut pêcher. Donc non seulement ils n'ont pas le temps de se reproduire, mais en plus ils ont de moins en moins de choses à manger. Donc ça c'est vraiment un gros problème. Mais le secteur de pêche en haute mer représente environ 765 000 tonnes de poissons pour une valeur de 44,6 milliards de dollars taïwanais, donc environ 1,3 milliard d'euros. Et Taïwan est leader dans le secteur de la pêche au thon en haute mer et numéro 2 pour la pêche au balaou du Japon, qui est très pêchée dans le Pacifique. Donc ça, c'est que pour la pêche en haute mer. Il y a aussi la pêche côtière, les fermes piscicoles offshore. Donc ça, c'est une production annuelle moyenne de 185 000 tonnes de poissons pour une valeur de 14,6 milliards de dollars taïwanais, donc environ 434 millions d'euros. Et ensuite, il y a l'aquaculture qui est très développée à Taïwan, notamment dans le sud-ouest du pays. Il y a plus d'une centaine d'espèces de poissons d'élevage à Taïwan, avec une surface totale dédiée à l'aquaculture de 10 000 hectares. Et au niveau de la production, on se situe à environ 316 000 tonnes par an pour une valeur de 35,1 milliards de dollars taïwanais, donc environ 1 milliard d'euros. Voilà, donc pour l'industrie de l'aquaculture, il y a les bassins d'eau douce, les bassins d'eau saumâtre, l'élevage en mer. Donc ça, c'est un peu lié à la pêche aussi. Et on peut parler en particulier de la culture des huîtres, qui est la plus ancienne à Taïwan, avec plus de 300 ans d'histoire. Donc ce sont des huîtres qui sont élevées dans de l'eau saumâtre avec différentes méthodes. Mais bon, on va pas rentrer dans les détails, mais on peut préciser que en théorie, selon les dernières recherches, les huîtres creuses qu'on apprécie en Europe maintenant seraient importées de Taïwan, seraient originaires de Taïwan. Voilà. Certaines alors. Non, toutes les variétés d'huîtres creuses en Europe. Ah d'accord. Tu veux dire oui, d'accord. La variété, ça date apparemment de l'époque de colonisation portugaise. Voilà. Eh ben. Voilà. C'est les dernières recherches. C'est pas 100% prouvé, mais c'est la théorie la plus retenue par le monde scientifique actuel, d'historien, pardon. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que la pêche en haute mer à Taïwan, c'est une flotte de plus de 2000 bateaux. Donc ce sont des bateaux qui vont très très loin. En fait, Taïwan pêche pas seulement dans sa mer, elle pêche dans des zones économiques exclusives de différents pays. Elle pêche aussi dans les zones économiques exclusives de 26 pays côtiers. Et donc, il y a aussi une main-d'œuvre de pêcheurs étrangers qui est employée sur ces bateaux. Des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers, selon les estimations plutôt des organisations de défense des droits humains, puisqu'il y a beaucoup de problèmes de travail forcé, de mauvais traitements, sur ces bateaux. Il y a aussi le problème de l'isolement des pêcheurs avec l'absence des communications, de Wi-Fi. Donc pour l'instant, c'est seulement recommandé par les autorités taïwanaises, c'est pas une obligation, mais les associations travaillent beaucoup pour essayer de militer et d'obtenir le Wi-Fi obligatoire pour que les pêcheurs soient pas isolés, puissent connaître, savoir si leur salaire est bien versé, tout ça. Voilà, c'est tout un vaste sujet, donc on va pas rentrer dans le détail non plus, mais je voulais quand même en parler. Donc, merci à Jacques-Augustin. On arrive déjà à la fin de ce courrier des auditeurs. Oui. Et on vous dit à la semaine prochaine pour répondre de nouveau à vos questions. Oui, envoyez-nous-en beaucoup, s'il vous plaît. Au revoir. Hello. Hello. Guten Tag. Guten Tag. Bonjour. Bonjour. Здравствуйте.